Il paraissait indétrônable. Pourtant, le modèle de l'hypermarché, avec tout sous le même toit à des prix imbattables, a fait son temps. On a des chaînes complètes qui ferment, des magasins qui ferment, des hypermarchés dans lesquels l'investissement devient très difficile. Comment peuvent-ils rester compétitifs? Et sont-ils capables de survivre? L'hypermarché s'essouffle. Et c'est tout un secteur qui met un genou à terre. La grande distribution contrôle 70% des ventes alimentaires en Europe. Agriculteurs, industriels sont en première ligne face à ce déclin. Ces négociations peuvent être parfois très agressives. Ce qui est important, c'est de briser les jambes des fournisseurs, de les briser. Et une fois qu'ils sont au sol, on commence à négocier. Ils osent tout, c'est-à-dire qu'il y a plein de demandes où des fois on se dit c'est pas possible qu'ils nous demandent ça, mais en fait si. Ça va même sur des demandes qui ne sont pas légales. Les grands groupes essaient tant bien que mal de renflouer leurs caisses au plus vite. Car de nouveaux acteurs extrêmement puissants sont en embuscade. Amazon veut contrôler la distribution de la plupart des biens dans le monde. Et la nourriture est une grosse partie de l'économie mondiale. Ils ont beau nous jurer leurs bonnes intentions et zéro risque, mais comment ne pas se méfier de tels géants? En 1963, le groupe Carrefour révolutionne la consommation moderne. L'entreprise lance le premier hypermarché. Un immense magasin en libre-service installé à la périphérie des villes. C'est le concept du tout sous le même toit. On y trouve une multitude de produits alimentaires, mais aussi du textile. Monsieur Fournier a lancé les magasins Carrefour. Il est le maître incontesté du champ de bataille de la périphérie des villes. Chiffre d'affaires prévu en 70 de 1 milliard, marge brute de 15%, frais généraux de 10%. Les ménages découvrent la consommation de masse. Des prix bon marché et des caddies pour remplir le coffre de leur voiture. Madame, est-ce que vous avez fait vos achats pour la semaine? Oh non, pour beaucoup plus que la semaine. Beaucoup plus que la semaine? Oh oui, oui, énormément. Et est-ce que vous continuez à aller chez les petits commerçants? Absolument pas. Complètement abandonné? Oh oui. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a une grosse différence de prix sur les articles qui sont là. Ces temples de la consommation ont très vite fait des petits. En 60 ans, le concept s'est exporté partout à travers le monde. De nombreuses enseignes ont vu le jour, faisant la fortune de leurs propriétaires. Mais l'âge d'or semble révolu. Aujourd'hui, le monde de la grande distribution se divise en deux catégories. Les enseignes qui fonctionnent en coopérative de magasins indépendants, Leclerc, Edeka, et de l'autre, les groupes centralisés dont le modèle repose en grande partie sur le gigantisme de l'hypermarché, comme Réal, Casino ou Carrefour. Depuis quelques années, le pionnier français vit l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Selon certains observateurs, une grande partie de ces hypermarchés serait en difficulté. Aujourd'hui, ce qui est grand ne fait plus rêver. On rêve plutôt du petit. Parce que la grande distribution est associée à une forme de déshumanisation du commerce. Parce qu'elle est associée à la surconsommation, à un moment où on prend conscience des enjeux écologiques de notre modèle de consommation. La grande distribution n'est plus en phase avec les tendances de son époque. Mais ce n'est pas la seule raison qui explique la crise que traverse le secteur. C'est combien les deux pucelles gratuites? Vous en achetez deux et vous en avez un troisième gratuit. Ah donc ça fait 4, ouais, 5... Voilà, vous avez la remise immédiate en caisse. Voilà, ça aussi, Oreo. Cyril Bourdou est le propriétaire de ce supermarché. 30% de remise, 2 plus 1 offert,
60% de remise. Dans son établissement, le taux de promotion prend depuis quelques années une ampleur jamais égalée. Aujourd'hui, on est obligé de faire des efforts sur les mécaniques promotionnelles et sur nos tarifs pour pouvoir attirer les clients. Et c'est vraiment quelque chose dont on ne peut pas se passer. Aucune enseigne aujourd'hui de distribution, aucun distributeur aujourd'hui ne peut se passer de la promotion alimentaire. Pour attirer les consommateurs chez eux, Carrefour, comme tous les autres distributeurs, ont construit leur modèle économique sur les prix bas. Mais la recette ne paie plus. Ce supermarché réalise 17 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Cela ne se voit pas au premier coup d'œil, mais la santé économique de cet établissement est très fragile. Si on dégage 50 000 euros, c'est très bien. De bénéfices? Oui, de bénéfices. Vu les résultats, c'est vrai que ce n'est pas des situations qui peuvent durer encore 10 ans. Ça serait très dangereux pour les emplois de chacun et la pérennité des entreprises. De nouveaux acteurs, les plateformes de e-commerce, sont venus bousculer l'équilibre des magasins historiques. Depuis une quinzaine d'années, on assiste à un recul continu des hypermarchés sur la vente des produits non alimentaires. Or, les produits non alimentaires sont ceux sur lesquels on réalise les marges les plus importantes, notamment le textile. Le textile est un secteur où les marges sont très élevées, quoi. Donc à mesure que l'activité se contracte sur le non alimentaire, eh bien, il faut trouver la rentabilité uniquement sur l'alimentaire. Pas de chance, sur l'alimentaire, ce qui fait venir les consommateurs, c'est le prospectus avec les prix barrés, etc. Donc les marges sont très limitées sur l'alimentaire, notamment parce qu'en plus, ils vendent tous la même chose, si vous voulez. Quand vous vendez la même bouteille de Coca-Cola que l'enseigne d'à côté, si vous avez 10 centimes de plus, vous donnez l'image d'être un magasin plus cher que le concurrent. Donc sur les produits de grandes marques, ils sont obligés d'être au taquet en termes de prix, et donc ils vendent quasiment sans marge, quoi. En se concentrant sur l'alimentaire, les enseignes se sont lancées dans une féroce guerre des prix, qui a eu des conséquences sur tout le secteur, à commencer par les magasins. Car entre les 60 salariés, les coûts énergétiques et l'entretien de l'établissement, les frais de fonctionnement d'un supermarché comme celui-ci sont très élevés. Pour couvrir toutes ces dépenses, le patron doit réaliser une marge minimum de 20% sur les produits qu'il vend. Au-dessus, il réalise des bénéfices. En dessous, il perd de l'argent. Sur ce produit, on est à 4,85 de taux de marge. Là, on est à 2,88 de marge. Là, on est à 16% de taux de marge. Là, on est à 10,80. Donc sur l'ensemble des 12 produits qu'on vient de regarder, pour l'instant, ça n'a pas généré suffisamment de marge pour couvrir les frais de fonctionnement. Alors comment vous faites pour survivre? On essaye de compenser avec les produits et les rayons générateurs de marge. Là, on est sur du 40 de marge. 40% de marge. Et là, on est à 30% de marge. Là, on est sur du 25%. Les fournisseurs, forcément, participent à cet effort de guerre. Effectivement, si nous, nos prix de vente consommateurs, on veut les avoir au plus bas, on demande certainement à toute la ligne de faire des efforts. Cyril Bourdou n'achète pas ses produits lui-même. Pour obtenir de meilleures conditions, les 5300 magasins de son groupe ont confié les négociations commerciales à la centrale d'achat de Carrefour. Tous les groupes européens en possèdent une. Il y a quelques années, un fournisseur avait des centaines, voire des milliers d'interlocuteurs pour vendre ses produits en Europe. Aujourd'hui, 80% des négociations se jouent avec une vingtaine d'enseignes. Les discussions se concentrent désormais sur une poignée de distributeurs devenus plus puissants.
Ces centrales d'achat ont créé un phénomène de dépendance économique des fournisseurs à l'égard de ces géants de la distribution. Marwan Méry et Sylvia Bravard sont des spécialistes de la négociation. C'est un vrai agressif, donc ça c'est sa stratégie relationnelle. Et il commence tous les débuts des négociations par une tirade de 15-20 minutes en insultant l'entreprise, le compte clé, etc. D'accord. Ils ont longtemps travaillé chez d'importants fournisseurs de l'agroalimentaire. Leur métier consistait à vendre leurs produits aux géants de la grande distribution. Les négociations avec la grande distribution sont connues pour être vraiment, au moins au niveau européen, les plus dures qui existent en termes de négociation. Si vous êtes une entreprise qui pèse déjà 1 milliard d'euros en France, donc c'est déjà beaucoup, sur le périmètre de la France, Leclerc, par exemple, représente 25% de votre chiffre d'affaires. C'est un quart de votre usine, de votre service communication, du service commercial. Et vous pesez 0,7% de son chiffre d'affaires. Le gros de la négociation, c'est la baisse de prix d'achat de votre produit. Mais il y a un deuxième point de négociation qui prend de plus en plus de place dans les négociations, c'est la promotion. Toutes les promotions que vous avez, c'est le fournisseur qui les a financées. Globalement, le rôle du distributeur, c'est de faire payer au fournisseur une grande partie de ses coûts. Les négociations avec la grande distribution se déroulent dans ce genre de petits box. Pour obtenir des baisses tarifaires auprès des fournisseurs, certaines enseignes emploieraient parfois des méthodes peu conventionnelles. Des fois, le chauffage est à fond alors qu'il n'y a aucune raison. Parfois, tout est ouvert, il fait très froid. On a eu des chaises bancales, c'est arrivé. Donc, vous vous asseyez, vous avez déjà un pied de la chaise qui ne va pas bien. Des situations très inconfortables et qui font partie d'une scénarisation qui est grossière et assumée, en fait. Donc, personne n'est dupe sur le sujet. J'avais rencontré un directeur d'achat d'une grande centrale qui m'avait dit « Nous, ce qui est important, c'est de briser les jambes des fournisseurs. De les briser. Et une fois qu'ils sont au sol, on commence à négocier. » On vous traite de débile, on vous traite d'incompétente. Ça peut être une méconnaissance qu'on a appelée Monsieur Connard pendant toutes les négociations. Et donc, quand il est venu avec sa chef, ils l'ont appelé Madame Connasse. Vous avez des remarques sexistes. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Je cherchais une prise pour mon ordinateur et on m'a dit, il y en a une, mais elle est sous notre bureau, Madame Bravard. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Soit on se lève et on dit, mais c'est hors de question que vous me parliez sur ce ton ou que vous fassiez ce genre d'allusion. Ou alors, on essaie de tourner un peu en dérision pour maintenir le rendez-vous, puisque vous avez, vous, très intérêt à trouver un accord. Le pouvoir de nuisance est tel que ça crée un sentiment d'impunité, voire même d'invulnérabilité. En fait, pourquoi finalement les fournisseurs, chaque année, acceptent de vendre un peu moins cher leurs produits que l'année précédente? Parce que le rapport de force les y oblige, sinon personne ne le ferait. Les groupes de distribution réfutent l'existence de ce genre de méthode de négociation. Mais entre 2013 et 2020, les enseignes auraient obtenu auprès des 90 plus importants fournisseurs 2,3 milliards d'euros de baisse tarifaire. Pour les entreprises les plus fragiles, cette guerre des prix a des conséquences dramatiques. La situation est aussi très tendue en Allemagne, particulièrement lors des négociations annuelles sur les conditions de vente entre les distributeurs et les producteurs. Ces négociations peuvent être parfois très agressives. Leurs intérêts sont contradictoires, c'est pourquoi ils doivent longuement négocier et ils ne se font pas de cadeaux. Dans le milieu, parler, c'est prendre le risque de disparaître des rayons. Un fournisseur a accepté de nous faire partager son quotidien. Ce témoignage est particulièrement rare. En m'exprimant aujourd'hui, évidemment que je prends des risques. Je prends des risques pour moi, mais je mets également en danger l'ensemble de mes salariés.
Mais de toute façon, si je parle pas, je les mets également en danger. Le silence autour de ces pratiques causera un massacre de masse, si personne ne réagit. Si je souhaite travailler avec une centrale d'achat, on va nous imposer 20% de frais d'entrepôt. Si je ne paye pas, on ne travaille pas avec la centrale d'achat. Donc un produit que je devrais vendre 5 €, déjà, je vais le proposer à 4 €. Et après, on m'impose une remise permanente sur l'ensemble de mes produits qui peut aller de 15 à 30%. C'est-à-dire qu'un produit que je suis censé vendre 5 € pour l'équilibre de mon entreprise, je vais le vendre à 3 €. Voilà. Alors que j'ai un coût de revient proche de ces 3 €. Et tous les ans, on se remet autour de la table. Il y a quelque temps, une grande enseigne a tenté d'obtenir une baisse tarifaire de 3% sur ses produits. Pas viable économiquement pour son entreprise, selon lui. Il faut que j'arrive à faire comprendre à cette personne d'augmenter mes tarifs de 4%. C'est ma hausse de coût de production, l'augmentation des matières premières, des emballages. Pour nous, c'est vital. Le chef d'entreprise a enregistré une de ses conversations avec l'acheteur de la centrale. Alors, j'ai regardé votre dossier. Ça se trouve, on ne signera pas ensemble. D'accord. D'accord. Je ne peux pas dire, je vais vous baisser suite à votre demande mes tarifs de 3% sans avoir quelque contrepartie que ce soit. La seule contrepartie que vous m'ayez proposée, c'est le maintien des volumes. Voilà, donc ça veut dire que je perds de la valeur. Je fais mathématiques. Ben, je perds de la valeur, donc je ne peux pas accéder à votre demande non plus. Je ne peux pas prendre des décisions que je trouve dangereuses pour l'entreprise. J'entends. Voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne peux rien faire. Donc, admettons, on ne peut rien faire. On parle de 5 centimes sur un de nos produits en magasin. Ouais. Et vous savez, c'est pour tous pareil. Tous. Ce qui les intéresse, c'est un produit pas cher. Voilà, produit pas cher. Donc je cède pas. Je cède pas parce que ce jour-là, j'ai plus envie de céder, en fait. Si c'est votre choix. J'ai pas le choix, justement. Mais dans ce cas-là... J'ai des salariés. Dans ce cas-là, mais comme vous savez, tous les fournisseurs, ils ont des salariés. C'est bien, mais combien d'entreprises s'en sortent pas, quoi? Sur les 15 références produits, ils m'en retirent plus de la moitié. C'est dramatique. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas comment est-ce qu'on va aller compenser ce dossier, cette perte de chiffre d'affaires, si ce n'est en allant chercher des économies de personnel, des économies sur les achats de matières premières. Une fois qu'ils ont acheté au plus bas prix au niveau de leurs fournisseurs, qu'est-ce qui reste en fait comme levier pour améliorer leur marge? C'est des leviers d'organisation interne. La masse salariale, l'organisation des magasins. Beaucoup d'enseignes imposent à des petits producteurs locaux, comme nous, de tenir les rayons. Cette pratique s'appelle le délit de marchandage. Elle serait très courante et pourtant parfaitement illégale. L'opération se déroule à l'aube, à l'heure où les magasins sont encore fermés au public. Nous accompagnons en caméra cachée le chef d'entreprise dans un hypermarché avec lequel il travaille. Il entre par une porte réservée au personnel, pénètre dans la réserve et récupère une palette de marchandises comme n'importe quel salarié de l'enseigne. À l'intérieur, ses propres produits. Je vais juste faire le facile de ce... Je vais pas tout recharger parce qu'il y a encore du stock là. Et le service n'est absolument pas facturé. Ça, il laisse faire ça aux prestataires, ça leur évite d'avoir du personnel dans les rayons. C'est le deal, quoi, si tu veux avoir un rayon. Et qu'est-ce qui se passe sinon? Ils te pénalisent, quoi. Ou à la limite, ils arrêtent de travailler, quoi. Je sais pas, c'est pas vrai. Voilà. Après, il faut chier sur la journée normale, quoi. Tu vois, c'est un joli métier, patron de PME. Alors, ensuite là, les commerciaux passent 40 à 50% de leur temps à mettre en rayon dans les magasins de la grande distribution. C'est une double peine, en fait. C'est-à-dire, pendant qu'ils font ça, ils ne recherchent pas de nouveaux marchés, de nouveaux clients, et je finance de la main-d'œuvre pour les grands magasins.
c'est le service plus, le service gratuit. Maintenant, ça se fait, voilà, comme beaucoup de pratiques, où les gens se taisent et le font. Parce que s'ils ne le font pas, les produits ne sont plus dans les magasins. Le même matin, bonjour, messieurs, dames. L'homme a rendez-vous dans l'établissement d'une enseigne concurrente. Vous ne comptez pas les casquettes et vous comptez tous vos produits. D'accord, hors casquette. En casquette. D'accord. Le magasin organise aujourd'hui son inventaire. Là, il y en a 3 et de 5. J'ai marqué 5 et entrée. D'accord, et je passe au suivant. Voilà. Non, je fais des conneries. Oh, fait chier, quoi, ce truc-là, ça me saoule, ça. Non seulement on nous demande de faire des choses qu'on ne devrait pas faire, mais si on ne le fait pas, on nous demande de payer ou de compenser le fait qu'on ne le fasse pas. Voici le genre de document que l'industriel reçoit. Nous vous informons que notre inventaire aura lieu lundi. Nous comptons sur votre présence. En cas d'absence, l'enseigne a prévu une case à cocher. Marchandises gratuites en contrepartie. J'ai peur parce que si ça continue comme ça, de toute façon, mon entreprise disparaîtra. Mais d'autres entreprises disparaîtront. Il restera de la place que pour des grands groupes industriels, internationaux, qui peuvent s'inscrire dans ce rapport de force avec la grande distribution. Les pouvoirs publics épinglent régulièrement les enseignes françaises et européennes pour des pratiques jugées abusives à l'égard de leurs fournisseurs. Une grande partie des groupes seraient concernés. Ces méthodes de négociation sont aujourd'hui contestées au sein même de certaines chaînes d'hypermarchés. Jérôme Coulombelle est un ancien cadre de l'enseigne Carrefour. C'est la première fois qu'il s'exprime devant une caméra. Je faisais partie de ce qu'on appelait au sein de Carrefour le top 100, c'est-à-dire les 100 cadres, entre guillemets, les plus importants du groupe. Et j'avais en charge, avec une équipe de 17 personnes, de m'occuper de l'intégralité des contentieux portant sur la France. C'est un poste clé puisque quand on touche aux fournisseurs, on touche à la centrale nucléaire de la grande distribution alimentaire. Pourquoi est-ce que vous prenez la parole aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je prends la parole aujourd'hui? Différentes choses me poussent à prendre la parole. Il y a une espèce d'omerta générale. Personne n'ose parler, personne n'ose évoquer le sujet de la grande distribution et de ses effets que je qualifierais de destructeurs aujourd'hui à plusieurs niveaux. C'est ici que j'ai passé 27 ans de ma carrière professionnelle. J'ai été contraint de partir, il y a de ça maintenant 3 ans, suite aux découvertes que j'ai pu être amené à faire dans le cadre de différents dossiers. Jérôme Coulombelle est actuellement en conflit avec l'enseigne dans le cadre de plusieurs procédures. Ces prestations de services, c'est juste le moteur qui permet à la grande distribution aujourd'hui de continuer de dégager des profits. S'ils n'ont plus ça, la grande distribution rencontrera des grands problèmes. Je vais vous retrouver le dossier sur les fournisseurs. Ces documents-là sont des documents internes qui ont été établis par la direction juridique commerciale pour présenter aux fournisseurs le paiement d'une nouvelle remise qu'on a appelée la RCD. RCDP pour remise complémentaire de proximité. L'hypermarché en périphérie des villes se porte mal. Alors Carrefour part à la conquête des centres-villes en créant des petits supermarchés. Or, l'approvisionnement de ces établissements coûte cher. La direction réfléchit donc à un moyen pour éviter de supporter une partie des frais de livraison de ces magasins. Voilà l'objectif.
Comment faire financer ce surcoût aux fournisseurs? Le surcoût, il a été estimé entre 60 et 70 millions d'euros par an. Demander aux fournisseurs de participer aux frais de livraison des magasins est une pratique courante. Mais l'imposer est illégal. Carrefour souhaite réclamer à ses fournisseurs un peu plus de 66 millions d'euros. Pour y parvenir, la direction commerciale a constitué la liste de ses plus importants fournisseurs. L'enseigne y détaille le montant qu'elle espère obtenir auprès de chacun d'entre eux. Pour cet industriel, le groupe prévoit de réclamer près de 2 400 000 euros. Le 2 décembre 2015, Carrefour convoque à son siège l'ensemble des fournisseurs concernés. Ce cadre dirigeant, salarié d'une multinationale, était présent lors de cette réunion. En face de nous, sur l'estrade, toute la direction générale de Carrefour France. Et puis on nous explique simplement que pour Carrefour, le fait de livrer ces magasins, notamment ces magasins de proximité, ces petits magasins de centre-ville, ces magasins urbains ou ces magasins ruraux coûtent cher. Et que dorénavant, ils nous demandent de prendre ce coût à notre charge. Et en nous expliquant que ce n'est pas une demande qu'ils nous font, c'est une obligation et que de toute façon, les négociations commerciales pour l'année suivante ne commenceront pas tant qu'on n'aura pas dit oui à cette demande. Donc c'est vrai que c'était complètement lunaire. Comment une enseigne telle que Carrefour peut annoncer ça en plénière, donc c'est-à-dire qu'il y a des centaines de témoins, un prérequis à la négoce qui pour tout le monde est une évidence illégale. Ça veut dire d'abord je vous donne 2 millions et ensuite on discute. Ben non, je vous donne 2 millions si vous me donnez des contreparties. C'est pour investir chez vous quelque chose. Donc c'est vraiment l'incompréhension de se dire soit on a raté quelque chose dans la loi, soit c'est incroyable qu'ils osent en fait. Donc on ne veut pas payer, c'est sûr. Par contre, on commence à se préparer à ne pas avoir d'accord avec Carrefour. Fait rare, une grande partie des fournisseurs refusent de céder à cette demande. Qu'à cela ne tienne, l'enseigne semble avoir anticipé cette situation. Dans une note interne, le groupe prévoit un plan de rétorsion détaillé. Pour faire plier les marques récalcitrantes, Carrefour envisage dans un premier temps de rompre les contacts avec les équipes commerciales du fournisseur, puis de retirer leurs produits des catalogues promotionnels, et s'ils refusent toujours de payer, le groupe a imaginé la phase rouge. Cela commence par ce qu'ils appellent le déstratage. On met de côté certaines gammes de produits pour affaiblir le fournisseur. Vous avez ensuite, si ça ne suffit toujours pas, les coupures GPA. Alors, coupure GPA, c'est tout le système informatique. On coupe l'accès à nos bases informatiques. Et l'ultime sanction, ce qu'on a appelé TIPEX. Alors TIPEX, derrière ce mot, se cache en fait un déréférencement partiel ou total. C'est-à-dire que le fournisseur est mis dehors du groupe Carrefour. Ce plan de rétorsion graduelle, Carrefour va le mettre à exécution. 6 semaines plus tard, un fournisseur constate qu'une partie de ses produits disparaissent des rayons. Il se plaint par mail auprès de l'enseigne. Merci de nous indiquer pour quelles raisons 6 références d'une marque stratégique sur lesquelles vous nous avez annoncé prendre des mesures début janvier ne peuvent plus être commandées. L'acheteur de Carrefour se tourne alors vers son service juridique. Le fournisseur se met à faire des comptes rendus de rendez-vous. Que dois-je lui répondre, si réponse il y a? La direction juridique de l'enseigne intervient pour recadrer ses équipes. Merci de demander à vos équipes de faire attention à ce qu'ils écrivent sur la remise complémentaire de proximité, prérequis à toute négo. Si certaines choses peuvent être dites à l'oral, il n'est pas nécessaire de les formaliser par écrit, lequel écrit risque de circuler et nous revenir en boomerang. Très clairement, jusqu'à présent, il y avait eu des dérapages, comme dans toutes les branches de la grande distribution, mais jamais avec, au plan national, jamais sur un volume de fournisseurs aussi étendu, et jamais avec l'aval de la direction juridique. Là, moi, je suis sincèrement tombé de ma chaise. L'ampleur de la crise est telle que pour la première fois, certains fournisseurs osent dénoncer les agissements de l'enseigne auprès de la répression des fraudes.
Ils nous tordent le bras, parce que c'est vraiment le mot qu'il faut employer, ils nous tordent le bras pour y arriver. Donc à un moment, on a aussi le droit de se défendre. Et ça doit passer par alerter les pouvoirs publics pour le faire. On hésite de moins en moins. Le 4 février 2016, coup de théâtre. Le siège de Carrefour est perquisitionné par les autorités françaises. En 27 ans de carrière, j'ai jamais connu une perquisition de cette ampleur. Non, c'est vraiment... oui, on a senti que vraiment les pouvoirs publics avaient conscience qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, qui était totalement hors norme et hors cadre. C'était vraiment un vent de panique chez Carrefour. Après près de 5 ans d'enquête, le groupe a été condamné en février 2021 à 1 750 000 € d'amende pour pratiques restrictives de concurrence. Carrefour n'a pas fait appel de cette décision. En fait, il y a un double sentiment, il y a une forme de satisfaction et de se dire qu'il y a quand même une justice. Et à la fois, il y a toujours un sentiment d'amertume, qu'on soit obligé d'en arriver là, entre un fournisseur et son client. On est quand même tous là pour faire du chiffre d'affaires, du business. Mais bon, quelque part, on est aussi obligé de se défendre. Entre les gros fournisseurs et les enseignes de supermarchés, le bras de fer est de plus en plus tendu. Les mesures individuelles des groupes de distribution ne sont plus suffisantes. Mais les chaînes européennes ont imaginé un projet commun. Les fournisseurs ont grandi en même temps que la grande distribution. Ils sont devenus, à un moment donné, aussi puissants, voire pour certains plus puissants. Et donc la grande distribution, pour parer à cela, elle s'est regroupée avec d'autres acteurs de la grande distribution, en Allemagne, en Espagne, en Italie, ou dans d'autres pays en Europe. Avec un objectif simple, c'est rester toujours plus puissant que leurs propres fournisseurs pour obtenir des contreparties financières qui soient des contreparties financières intéressantes. Les distributeurs, leur force, c'est qu'ils sont très inventifs. Ils sont très innovants et ils sont très créatifs. À titre d'exemple, les accords internationaux. Ces accords internationaux, c'est de l'argent que versent les fournisseurs directement aux hypermarchés. Cette fois-ci, les négociations n'ont plus lieu au niveau des pays, mais à l'échelle du vieux continent. Les chaînes européennes ont mutualisé leurs forces pour former 4 centrales internationales géantes. Copernic, avec leurs partenaires le français Leclerc et l'allemand Rewe, compte 12 500 magasins sur toute l'Europe. CWT, composée entre autres de Carrefour et de Cora, cette alliance représente les intérêts de 16 000 établissements. AGECOR, 6 distributeurs dont le français Intermarché et l'allemand Edeka. Elle regroupe 24 000 magasins. Et enfin, Horizon International, 15 000 supermarchés. Ces supercentrales ne sont pas des centrales ordinaires. Elles n'achètent pas de produits aux fournisseurs. Ces alliances de distributeurs vendent aux industriels des services qu'elles peuvent facturer très cher. C'est très difficile d'obtenir des informations sur ces alliances. Beaucoup n'ont même pas vraiment de site internet. Il y a très peu de communiqués de presse. On n'obtient des informations que par des contacts ou lorsque des fabricants racontent à quel point les négociations étaient compliquées. On ne sait pas ce qui s'y passe, on ne sait pas ce qui est vendu, on ne connaît pas les taux de service, on ne sait pas ce qui est fait de cet argent, on n'a aucun moyen de contrôle. Officiellement, ces services sont censés améliorer les performances commerciales des fournisseurs à l'étranger. Pour 3 de ces alliances, les négociations se déroulent hors du droit européen, en Suisse. Je travaille à ce moment-là dans un groupe qui est international, présent dans plein de pays,
Donc, en termes de développement international, ça n'a pas de sens puisqu'on est déjà présent à l'international. On va m'imposer d'aller à Genève sur des rendez-vous qui sont faits parfois en anglais. On va me demander un pourcentage de mon chiffre d'affaires avec des contreparties qui n'existent quasiment pas. C'est des statistiques, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. C'est organiser un rendez-vous avec mon patron et le patron de l'enseigne. On est vraiment sur des budgets qui sont rackettés aux fournisseurs au niveau international parce que ça n'a pas de sens. Et ça s'est vraiment renforcé ces dernières années. Voici un exemple de contrat international. La centrale propose 3 services. Réunion entre cadres dirigeants, partage de données, coordination entre les différents pays. Pour ça, l'industriel versera sur le compte suisse de cette centrale 180 000 € par mois, soit 2 160 000 € par an. Vous vous retrouvez à donner des sommes colossales, vous donnez 400 000 € pour un rendez-vous entre votre patron et le patron du distributeur. D'accord ? Un rendez-vous qui va déboucher sur rien, donc qui n'a pas de sens. Vous pouvez payer 1 million d'euros pour avoir des statistiques que vous allez mettre à la poubelle parce qu'elles sont inexploitables et en plus que vous avez déjà toutes les infos qu'il vous faut. Nous avons estimé aujourd'hui que cet investissement de la part des industriels, donc cette taxe, cette ristourne qu'ils donnent, représente environ 5 milliards d'euros. En 2019, l'Assemblée nationale organise une commission d'enquête parlementaire. Tous les distributeurs français sont convoqués. Je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors, veuillez lever la main droite et dire « je le jure ». Merci. Les représentants des enseignes sont sommés de s'expliquer sur les pratiques de ces alliances internationales de services. Même si c'est complexe, je voudrais que vous compreniez que le service apporté par un distributeur qui a aujourd'hui un super réseau, qui a une notoriété, la confiance des consommateurs, ça vaut beaucoup d'argent. La commission dure 6 mois. Les échanges sont souvent musclés. Vous proposez des services à prix d'or. En clair, vous proposez du vent à prix d'or. Qu'est-ce qu'il se passe s'il refuse ? Ce que je vous propose, c'est de commenter ça à huis clos, si vous permettez. Non, mais non. Que se passe-t-il si je veux vendre des produits chez Carrefour et Système U sans acheter vos fichus services ? Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Aujourd'hui, la négociation s'arrête, on arrête de vendre, vous différencez ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, absolument pas. Donc tout va bien ? Absolument pas. Nous n'avons pas d'impact ou d'influence sur les pays et sur la négociation, la relation commerciale avec les industriels. Donc on peut vendre chez Système U, chez Carrefour, sans avoir accepté les rendez-vous avec la centrale internationale CWT. Oui, Monsieur le Président. Je suis déjà arrivée en rendez-vous à Genève avec sous le bras toutes les statistiques qu'il m'avait fournies l'année précédente. Je les ai posées sur la table. J'ai dit voilà, ça je vous le rends. Ça veut dire que je ne veux plus d'accord international. Ça veut dire que ça ne m'est pas utile. Ce n'est pas une contrepartie que je veux. Donc, je ne veux plus d'accord à l'international. Donc, je suis sortie de ce rendez-vous. Et évidemment, j'ai eu un appel immédiat de mon acheteur France qui m'a dit, je crois que vous plaisantez, Madame Bravard. Imaginez bien que si vous ne trouvez pas d'accord à l'international, il n'y a pas de négociation sur la France. Donc, je vais retourner dans ces négociations. De toute façon, on est convoqué, donc on est bien obligé d'y aller. Je vais retourner dans ces négociations en donnant un minimum d'argent, mais ne serait-ce que pour débloquer la situation avec la France, parce que je ne pouvais plus rencontrer mon acheteur français. L'équipe n'ayant pu trouver d'accord avec AGECOR, nous avons subi des sanctions sous la forme de déréférencement au niveau local durant 4 mois. Ce qui peut arriver, et nous l'assumons, c'est que nous faisons des arrêts commandes parce que nous faisons un choix économique de rentabilité. C'est-à-dire que pour un même besoin, on peut avoir un fournisseur qui propose la même chose et on fait le choix de gamme. Ces sommes sont essentielles à l'équilibre économique de U, sans lesquelles, aujourd'hui, nous serions en grave difficulté. Parce que le schéma pour l'ensemble des acteurs du marché français, le schéma pour les concurrents internationaux qui interviennent sur le marché français, ils ont tous ces dimensions-là. Si nous ne l'avons pas, nous serions en grave difficulté. Ces services sont, dixit certains grands patrons de la grande distribution,
parce qu'ils m'ont dit les yeux dans les yeux, à huis clos, sont des services fictifs. Ce sont des services qui n'ont pas lieu d'être. Mais si ces services n'étaient pas payés par ces industriels, et donc par le consommateur, par vous et moi, eh bien la grande distribution coulerait, tout simplement. Elle disparaîtrait. Elle n'aurait plus les moyens de survivre. Les membres de ces centrales sollicitées affirment tous que les industriels n'ont aucunement l'obligation d'acheter leurs services. Pourtant, dans certains cas, malheur à ceux qui n'accepteraient pas de payer. Nestlé en a fait les frais avec Agecor. L'alliance réunit 6 distributeurs, dont Intermarché, l'allemand Edeka et le belge Colruyt. La centrale représente 24 000 magasins, 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Une puissance de frappe inédite. Car Agecor a mis en place un système d'interdépendance. La particularité d'Agecor réside dans le fait que tous les membres de l'Alliance sont représentés aux négociations annuelles. Ainsi, en cas de conflit, il peut y avoir des incidences au niveau européen. Donc c'est vraiment un phénomène de meute, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont à la vie et à la mort. Et c'est redoutable, en fait. C'est affreux de dire ça, mais c'est redoutable, parce que Agecor, quand vous prenez le poids de chaque distributeur au total, c'est la première alliance européenne en termes de poids de chiffre d'affaires. En 2018, le groupe suisse Nestlé refuse les exigences d'Agecor. Les représailles sont immédiates et coordonnées. Une partie de ces produits quitte les rayons de certains membres de l'Alliance. Pour Nestlé, cela a dû être une grande surprise, car cela ne s'était encore jamais vu. Un déréférencement d'une telle ampleur, de produits d'un si grand groupe. Quasiment du jour au lendemain, ce sont 163 produits qui disparaissent des rayons de milliers de supermarchés, et ce, dans plusieurs pays européens. La puissante multinationale vacille. Nestlé réaliserait environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires avec les 6 membres de l'Alliance. Le manque à gagner impacte rapidement 20% des ventes. Le groupe finit par céder. Nestlé était une marque incontournable. Et puis, tout d'un coup, Agecor montre que si, on peut déréférencer des produits Nestlé. Ils ont perdu un certain pouvoir et on peut vraiment voir cet épisode comme une première. Jamais un conflit dans les négociations n'avait pris de telles proportions. Mais les autorités françaises ont fini par trouver la faille. Ne pouvant agir facilement sur le sol suisse, elles ont enquêté sur les pratiques d'Intermarché, le membre français de l'alliance Agecor. En 2021, le groupe a été assigné pour pratiques commerciales abusives. Le ministère de l'économie réclame à l'enseigne 150 millions d'euros d'amende. Intermarché a fait appel de cette décision. L'enseigne a annoncé en mars qu'elle quittait l'alliance, tout comme l'allemand Edeka, qui a décidé de lancer une nouvelle centrale, redessinant ainsi la carte des alliances internationales. Les centrales d'achat sont le centre névralgique des chaînes d'hypermarchés. En plus de contrôler les achats auprès des fournisseurs, elles assurent la revente de la marchandise au sein des réseaux de magasins. Quitte parfois à s'en prendre à ceux qui font vivre leurs établissements tous les jours. Deux ans avant de quitter le groupe Carrefour, Jérôme Coulombelle a découvert ce qu'il pense être un scandale qui concernerait une grande partie des magasins du géant français. Le groupe Carrefour, c'est environ 5300 magasins en France. Et vous en avez 85% qui sont des magasins dits franchisés, c'est-à-dire des indépendants. Jérôme Coulombelle s'est donné comme mission de défendre les intérêts de ces indépendants. Il se rend aujourd'hui au Mans
pour rencontrer le propriétaire de ce magasin de proximité sous franchise. Le patron s'appelle Sylvain Couvreux. Il a choisi cette enseigne car elle lui annonçait une bonne rentabilité. Bonjour Sylvain. Bonjour Jérôme, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Les magasins de proximité, c'est la branche d'activité en pleine croissance économique au sein de l'enseigne. Au niveau du chiffre Le chiffre, c'est l'éternel problème. Le chiffre, c'est pas le chiffre qu'on peut se plaindre. Le problème, c'est qu'on n'a pas la marge qui l'accompagne. Sur 2,2 millions, on a fait 17 000 euros. De bénéfices? Oui. 17 000 euros. Oui, TTC. Pour 2,2 millions de... 2,2 millions TTC de chiffre d'affaires, on a fait 17 000 euros TTC. On est découragé, mais mine de rien, on doit continuer à travailler. Des cas comme Sylvain, il y en a des légions. C'est structurel, mais c'est le modèle économique qui est construit comme ça. Du côté Carrefour franchiseur. Selon Jérôme Coulombelle, l'enseigne française aurait mis en place un système qui lui permettrait de s'accaparer l'essentiel de la marge de ses magasins sous franchise. Au cœur de ce dispositif, le contrat d'approvisionnement des produits qu'elle fournit à ses partenaires. Le problème, c'est qu'on achète notre marchandise beaucoup trop cher. Ce que je vais vous dire, c'est dramatique, mais c'est la réalité des choses. Si je prenais mon camion, que j'allais faire mes courses en hyper, je gagnerais mieux ma vie en revendant la marchandise que j'ai achetée en hyper. Je peux vous le montrer. Il y a quelques mois, le commerçant a fait cette découverte déconcertante. Alors, voici un panel de 9 produits qu'il a achetés la veille dans un hypermarché Carrefour situé à 500 mètres d'ici. Donc moi, je les achète 2,36 et Carrefour les vend 2,06 TTC à ses clients. Soit 30 centimes moins cher. Et l'histoire se répète sur toutes les références. On va regarder les M&M's. Je te donne le code. Sylvain achète ses confiseries 21 centimes plus cher. 16 centimes de plus également pour ce gel douche. Et 10 centimes de différence sur ses pâtes. Selon lui, il ne bénéficierait pas des mêmes conditions d'achat que les hypermarchés du groupe. C'est là que c'est dramatique et c'est là où viennent tous les problèmes qu'on a clairement de manque de rentabilité dans le magasin. Je ne pensais pas que Carrefour était capable de faire ça à ses indépendants. Et là, je me sens vraiment trahi. Mais alors pourquoi vous n'allez pas faire tout simplement vos courses à l'hypermarché du coin alors? Parce que tout simplement, on n'a pas le droit. Comment ça vous... Aussi des contrats d'approvisionnement avec Carrefour. Les franchisés achètent auprès de la centrale d'achat du groupe l'essentiel de leurs marchandises. L'enseigne s'engage d'ailleurs à offrir des conditions tarifaires compétitives. Et vous pourriez quitter l'enseigne? Quitter l'enseigne, là, c'est un autre sujet. Quitter l'enseigne, en fait, c'est un autre contrat. En passant sous bannière Carrefour, Sylvain a dû accepter de céder 24 595 parts, soit 26% de sa société au groupe. Or, pour changer d'enseigne, il faut détenir 76% des voix. Le franchisé n'en possède que 74%. Voilà, on serait dans l'illégalité du contrat. Sans s'en rendre compte, Sylvain s'est engagé avec Carrefour pour 99 ans. Ces franchisés, toutes ces petites fourmis, ou toutes ces vaches à lait, comme on les appelait en interne, et comme on les appelle toujours en interne chez Carrefour aujourd'hui, c'est juste la branche d'activité qui aujourd'hui permet au groupe Carrefour de garder la tête hors de l'eau en France. Donc, l'objectif, c'est de les garder captifs. Cette faible rentabilité a également des conséquences sociales. Pour environ 70 heures de travail hebdomadaire, le commerçant se verse 2 800 € net par mois, hors prime. Quant à ses collaborateurs, les mieux lotis d'entre eux sont payés au salaire minimum. C'est là où on a le drame de notre histoire. C'est qu'on a l'impression que j'ai une grosse équipe. Oui. Non. Christelle, en CDI. D'accord. Akian, en CDI. Ouais. Et après, derrière, je fais donc que des stagiaires, des CDD, des apprentis. Voilà. Ah, d'accord. Stagiaire. D'accord. Stagiaire. Une apprentie. Ok. Et un stagiaire. Ah, non seulement on ne peut pas les embaucher, mais on ne les rémunère pas. Ouais, c'est des stagiaires. Ouais, c'est dingue. Donc, à bientôt. Sylvain Couvreux n'est pas le seul franchisé du groupe à ne pas s'en sortir.
la colère gronde depuis déjà 5 ans. En 2016, on a eu un contentieux avec un franchisé qui prétendait acheter ses marchandises sur les entrepôts du groupe Carrefour en moyenne 20% plus cher que chez n'importe quel autre distributeur. Alors ça a été une surprise totale, on n'y croyait pas, enfin je n'y croyais pas. Et là j'alerte la direction en leur disant là on est en zone de risque maximum puisqu'on est défaillant. Et je tire la sonnette d'alarme en disant si ça commence à se répandre au sein des réseaux de franchise, là on va avoir vraiment un problème majeur à régler. Donc ce que je demande à la direction à l'époque, c'est de renvoyer un peu plus de rentabilité aux franchisés et de faire un effort d'essayer de leur envoyer 3, 4, 5 points de plus de rentabilité. Et là la réponse qu'on me fait c'est on ne pourra pas. On ne pourra pas parce qu'il faut qu'on assure une rentabilité maximum pour le groupe. On étouffe le dossier. Avec, en ligne de mire, le fait que les 2 magasins de ce franchisé quittent le groupe. Aujourd'hui, 120 franchisés se sont réunis en association pour dénoncer leur contrat avec le groupe. Maître François-Xavier Awatar représente 60 franchisés. En ce moment, il reçoit près d'une nouvelle sollicitation par semaine. Tu as récupéré son contrat? Oui, j'ai récupéré son contrat. Contrat d'appro, contrat de franchise? Pacte d'associé. Ok, c'est statut? Statut aussi. Plusieurs de ses clients ont mandaté un cabinet d'audit privé. Après avoir comparé les conditions d'achat de plusieurs enseignes sur environ 1000 références, les experts arrivent toujours à la même conclusion. Le groupe Carrefour propose à ses franchisés des tarifs bien au-dessus de la moyenne de ses concurrents. Carrefour vend systématiquement entre 15 et 20 ou un petit peu plus % plus cher ses produits que la concurrence. C'est ce qui explique à 99% qu'ils ne s'en sortent pas. Le groupe Carrefour conteste les conclusions de ces études comparatives. Pour cet avocat, spécialiste dans le secteur de la franchise, le montage juridique est inédit. Il n'est pas normal, il est même illégal d'être dans un système où vous êtes engagé pendant 99 ans. Deuxièmement, autre grief très important, puisqu'il faut bien parler d'argent, c'est l'absence de rentabilité. Et cette absence de rentabilité, aujourd'hui, lorsque nous la dénonçons, derrière, il faut que ça ait une conséquence. Cette conséquence, c'est des dommages et intérêts. Si vous avez acheté en cumulé 10 millions d'euros de marchandises sur les 5 dernières années, eh bien vous avez un manque à gagner de 20%, c'est-à-dire 2 millions d'euros. Pour le groupe, ça peut être titanesque, parce que ça peut faire boule de neige très rapidement, et cette boule de neige peut se transformer en un véritable cataclysme, puisque, je le rappelle, la franchise de proximité est la franchise en pleine croissance au sein du groupe. Le risque est bien réel. Une brèche a été ouverte. 3 franchisés ont rompu leur contrat avec Carrefour depuis 2016. L'un d'entre eux est lui aussi installé au Mans. Il s'appelle Philippe Potier. Ce patron de magasin s'apprête à quitter Carrefour. Il y a quelques mois, il est parvenu à casser son contrat d'approvisionnement avec la centrale d'achat du groupe. Désormais, il n'achète plus aucun produit auprès de l'enseigne. Tout provient d'un grossiste. On va prendre le temps, Christelle, on va regarder un petit peu les écarts de prix parce que là, je suis en train de faire du facing. Il y a des fois, je me demande même si c'est possible. Si on prend Orange avec pull Tropicana en 1 litre, moi, je l'achète aujourd'hui, si je l'achète chez Carrefour, je le paye 1,86. 1,56. 1,56, il y a 30 centimes d'écart. Et chez Carrefour, j'ai un prix de vente conseillé à 2,31. 2,21. Donc voilà, donc là, on vend 10 centimes moins cher et on achète combien moins cher? 40 centimes? C'est ça. Si on fait un constat, c'est qu'aujourd'hui, on achète, on va dire, allez, entre 15 et 30% moins cher que ce qu'on achetait chez Carrefour. On a répercuté entre 10 et 15% aujourd'hui au niveau des prix de vente de nos clients. En 8 mois, le patron du magasin affirme être parvenu à baisser le prix de ses produits pour les consommateurs. Il aurait également augmenté le salaire d'une partie de son personnel,
tout en réalisant de meilleurs bénéfices. Le ministère de l'économie se serait saisi du dossier de l'association des franchisés Carrefour. Contacté, l'enseigne considère que ses membres ne représentent qu'une part infime des indépendants qui constituent son réseau. Grâce à son immense chaîne de magasins, Carrefour a longtemps occupé la place de numéro 2 mondial des distributeurs, derrière l'américain Walmart. Mais aujourd'hui, en plus de la guerre des prix à laquelle il se livre, ces acteurs historiques doivent faire face à de nouveaux concurrents, particulièrement féroces. Tout ça, ça fragilise la grande distribution à un moment où ils ont besoin d'investir. Ils ont besoin d'investir d'abord dans la modernisation de leur parc de magasins, et ils ont besoin d'argent pour investir dans la révolution numérique, parce qu'ils ont pris un retard considérable, et aujourd'hui ils ont bien conscience que leur concurrent, c'est pas le Sud en face. Le concurrent, c'est le géant du numérique. Après avoir mis la main sur une grande partie des rayons non alimentaires, les plateformes de e-commerce comme Amazon s'attaquent très sérieusement au secteur de la nourriture. Amazon a pour objectif d'être un commerçant total, c'est-à-dire de répondre à tous les besoins du consommateur, quel qu'il soit. On sait qu'ils ont commencé par les livres, par l'électronique, par le divertissement. Ils se sont étendus aux vêtements, à toutes les catégories existantes, et ils ont fini par s'intéresser à la nourriture, tout simplement parce que c'est le poste de dépense parmi les plus importants des ménages. Derrière le logement, c'est le deuxième poste de dépense. Aux États-Unis, le marché de l'alimentaire représente 900 milliards de dollars par an. Et depuis quelques années, Amazon est en train de le révolutionner. Les mastodontes de la grande distribution américaine traversent une crise systémique sans précédent. Le 13 juin 2017, le secteur va vivre une journée historiquement noire. We are getting some breaking news on Whole Foods. Holy Jim, I cow. heard you gasp just now. Holy cow, this is such a game changer. Amazon to buy Whole Foods. This is it. This is what everybody thought could happen. They will now dominate food within the next 2 years. Wow. Wow. Tous les titres du secteur sont affectés par cette nouvelle. Alors, surtout dans un secteur qui était déjà au fond du trou. Target dans la distribution spécialisée qui perd plus de 10%. Walmart, je le disais, qui recule de 5,5%. Et puis en Europe, Carrefour, moins 2,7%. L'onde de choc est mondiale. En s'offrant pour 13,7 milliards de dollars la chaîne de supermarchés Whole Foods, Amazon devient officiellement un acteur de la grande distribution alimentaire. L'acquisition de Whole Foods par Amazon a été un choc pour le secteur, un signal d'alarme, qui voulait dire qu'Amazon était disposé à investir des sommes considérables pour acquérir un réseau de magasins. Ce n'est pas qu'Amazon voit la nourriture comme un projet. Amazon voit la nourriture comme une stratégie. Si Amazon parvient à convaincre les consommateurs de commander des produits alimentaires chez eux, de s'adresser à eux pour tous leurs besoins en matière d'épicerie, ensuite, Amazon peut facilement les convaincre d'acheter d'autres produits qu'il vend, qu'il s'agisse de meubles, de vêtements ou d'autres choses. Whole Foods serait un cheval de Troie pour permettre à Amazon d'élargir son offre commerciale. Quand Amazon a racheté Whole Foods, beaucoup de choses ont changé. Ils ont commencé à baisser les prix sur des produits très symboliques. Par exemple, les avocats, les bananes, le poulet. Les fournisseurs se sont vus signifier que certains de leurs produits étaient peut-être trop chers pour Amazon et qu'il fallait consentir à des efforts. Ceux qui avaient de trop petits volumes n'ont pas pu suivre. D'autres fournisseurs ont dû tout simplement être d'accord avec des nouvelles conditions d'achat pour que les prix baissent d'une manière générale chez Whole Foods. Dès que vous rentrez dans un magasin Whole Foods, vous réalisez vite que si vous n'êtes pas membre Prime, vous ratez beaucoup de réductions. Des réductions sur le prix de vos courses, de nouvelles possibilités de services, etc. En seulement quelques années, la majorité des clients Whole Foods qui n'étaient pas membres Prime
se sont convertis. Amazon n'a pas simplement fait main basse sur des supermarchés, mais il a acquis des compétences dans le secteur de l'alimentation, en matière d'achat, de réseau, de fournisseurs, mais aussi comment gérer une marque de distributeur alimentaire. Avec Whole Foods, Amazon a appris le métier d'épicier. 3 ans plus tard, le géant du numérique est passé à la vitesse supérieure en lançant une nouvelle enseigne de supermarché, Amazon Fresh. Un concept sur mesure. Amazon a imaginé des établissements de taille moyenne, où désormais le groupe est capable de proposer ses marques distributeurs dans tous les rayons. Fruits et légumes, produits frais, univers de la petite enfance. Les clients viennent ici pour faire leurs courses alimentaires, mais aussi pour retirer ou rendre les colis achetés sur son site internet. Le groupe a créé un écosystème de consommation où le numérique et les établissements physiques ne font plus qu'un. David Bishop est un spécialiste de la grande distribution américaine. Voici le caddie intelligent d'Amazon. Ça permet au consommateur de tout simplement mettre l'article dedans, et quand le client a fini, au lieu d'attendre à la caisse pour payer, il peut simplement partir. Avec ses 4 capteurs, ce caddie est capable d'identifier tous les produits du magasin. Il a été pensé pour améliorer l'expérience d'achat des clients. Ok, donc on va prendre plusieurs tomates pour la famille. On entre un code à 4 chiffres, donc 4087, entrée. Et là, ça dit placer l'article dans le caddie. Waouh, ça dit même le poids du produit. C'est écrit 57 grammes, j'accepte, et boum, on a notre premier article dans le caddie. Chaque produit est automatiquement scanné. 1,95 $, ça marche très bien. Et instantanément comptabilisé par le logiciel de paiement. Un truc qui est génial avec ce caddie, c'est que si vous avez un petit budget, vous pouvez voir ce que vous dépensez tout en faisant vos courses. Et ça, c'est vraiment nouveau. Un service pratique pour les clients, mais surtout très instructif pour Amazon. Car ce caddie permet d'enregistrer tous les faits et gestes des usagers. Le caddie intelligent a reconnu que j'ai pris quelque chose, il l'a ajouté à la liste, mais ensuite, il l'a rayé parce que j'ai remis l'article sur l'étagère. Ce chariot marche de manière similaire à ce qu'il se passe en ligne. Ça les aide à mieux comprendre les comportements d'achat. La seule manière pour un distributeur comme Walmart d'avoir cette information, ce serait d'observer tous les clients dans le magasin, et ce n'est simplement pas possible. Ces caddies permettent également de géolocaliser le parcours de chaque client. Minute par minute, centimètre par centimètre. Amazon veut savoir tout ce qu'il peut sur chacun d'entre nous. Et la manière dont nous achetons la nourriture est une information. Ils savent déjà comment nous nous comportons en ligne, ce que nous faisons en ligne, ce que l'on regarde, combien de temps on le regarde. Et donc, avec leur supermarché, ils apprennent toutes ces informations supplémentaires sur nous. Si vous assemblez le tout, ils peuvent commencer à se faire une idée de qui vous êtes. C'est vraiment orwellien. Aux États-Unis, Amazon a sorti de terre 12 hypermarchés comme celui-ci en seulement 8 mois. Donc j'accepte le reçu et je peux y aller. Cette nouvelle génération de magasins hyper connectés nécessite d'importants investissements de départ. Depuis le début, c'est la stratégie d'Amazon. Nous allons perdre beaucoup d'argent et les autres entreprises qui ne peuvent pas en perdre autant vont sombrer. Et quand elles seront tombées, nous dominerons le marché. Les 6 premières années du lancement d'Amazon, le groupe a perdu 3 milliards de dollars en vendant des livres à perte. Et maintenant, Amazon domine le marché du livre américain. Donc c'est comme ça que cela a commencé
Et c'est la même stratégie qu'Amazon utilise sur chaque marché. Je pense que leur but est d'avoir au moins entre 2500 et 3000 hypermarchés Amazon d'ici 2030. Amazon vaut plus de 1000 milliards de dollars. Ils peuvent facilement faire l'acquisition d'autres enseignes s'ils le veulent. Ils peuvent acheter tout l'immobilier qu'ils veulent. Donc Amazon a le potentiel pour devenir le plus grand groupe de distribution alimentaire aux États-Unis. On peut prédire avec une certaine précision ce à quoi les magasins alimentaires vont ressembler aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays, en se basant simplement sur ce qui s'est passé en Chine. What happened in China? Les plateformes de e-commerce sont-elles en passe de dominer le marché alimentaire mondial? En Chine, les géants du numérique ne se contentent pas d'ouvrir des magasins. Ils veulent également mettre la main sur toute la filière d'approvisionnement. Cette chaîne de supermarchés appartient à JD.com, le numéro 2 chinois après Alibaba. En 2018, ce spécialiste de la logistique s'est aussi lancé dans le secteur de la nourriture. Le groupe cible la nouvelle génération de Chinois. Une classe moyenne aisée et hyper connectée, désireuse d'obtenir plus d'informations et de services. Poppy Wang a 23 ans. Elle travaille dans l'import-export. Lorsqu'elle fait ses courses, elle choisit ses produits en fonction de ce que lui indique son téléphone. Je veux tout savoir sur ce que j'achète. Est-ce que c'est bio ou est-ce que ça a été cultivé? Ce sont des informations très importantes pour nous. Là, j'ai la certification biologique. C'est important de le savoir. Dans une Chine qui a connu de nombreux scandales alimentaires, l'enseigne joue la carte de l'hypertransparence. Nous avons l'avantage d'obtenir des données qui nous permettent de tracer chaque produit et de mettre ces informations à disposition des clients pour leur offrir une meilleure expérience d'achat. Grâce à ces données, on sait même quels sont les produits les plus recherchés. Les datas nous permettent de mieux connaître les tendances. Mieux connaître les tendances et fédérer autour d'elles. Ce fruit exotique, par exemple, a reçu 98 likes de la part des clients. C'est d'abord pour gagner la confiance de ses clients. Pour des consommateurs, il y a ce que l'on appelle la confiance perceptible. Ça se traduit par un sourire du personnel, de la politesse, un langage soutenu, la propreté du site, une bonne musique, etc. Et il y a un autre type de confiance que l'on appelle confiance rationnelle, bâtie sur des chiffres, des données. JD.com est capable de fournir un tas d'informations sur un produit à ses clients, alors que Walmart, par exemple, ne le fait pas. Bonjour, est-ce que vous pourriez griller mon steak, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Le groupe a installé dans chaque établissement un service de restauration, où des professionnels cuisinent à la demande les produits du magasin. Je ne le veux pas trop cuit. JD.com a redéfini le rôle des employés en supermarché. Ici, le métier de caissier a disparu. La plupart des salariés s'occupent de préparer les commandes des clients en ligne. Environ 50% des achats se font sur Internet. Je cours parce que les commandes en ligne doivent être livrées chez les clients en 30 minutes. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Je dois finir une commande en 5 minutes.
Le temps de livraison est un enjeu majeur. Si je vous propose un produit que vous trouvez intéressant et que je vous dis qu'il peut être livré rapidement, alors il y a de fortes chances que vous l'achetiez. C'est sur ce sujet que tout le monde travaille. Voici le nouveau mode de livraison de Jedicom. Une voiture sans conducteur, capable de livrer plusieurs clients d'affilée. Il s'agit d'un véhicule électrique autonome, truffé de capteurs. Le groupe travaille sur ce projet depuis 5 ans. Le responsable technique s'appelle Guo Boao. Il a tout juste 30 ans. Là, c'est la 6e rotation que fait ce robot aujourd'hui. Il a livré plus de 90 commandes. Guo Boao travaille au siège de l'entreprise. 150 ingénieurs techniciens sont mobilisés sur le développement de ces voitures autonomes de livraison. Nous avons étudié les habitudes de consommation et le temps de préparation de commandes du magasin pour mieux s'adapter à la situation. Le nombre de commandes quotidiennes est passé d'une trentaine à une centaine environ. Ça nous permet de réduire le nombre de livreurs pour cette zone de Pékin, car une bonne partie des colis peuvent être livrés par le robot. Y aura-t-il des gens qui ne trouveront plus leur place pour travailler dans les supermarchés ces prochaines années? Bien sûr. Des robots vont décharger les remorques, des robots vont approvisionner les rayons. Vous n'aurez plus besoin de personne pour faire cela. Mais ce n'est pas grave. C'est le propre de notre société. Nous progressons toujours. Cette révolution technologique, permettant d'embaucher moins de personnel, les géants du numérique sont en train de l'appliquer à tous les secteurs de l'alimentation. Au nord de Pékin, Jedicom aurait investi 2,5 millions d'euros dans cette exploitation agricole ultra-moderne. À l'intérieur de ces bâtiments, le groupe cultive une dizaine de variétés de légumes, principalement des salades, commercialisées dans son réseau de magasins pékinois. Avec leurs blouses blanches impeccables, les salariés de ce potager ressemblent plus à des laborantins qu'à des agriculteurs. Il faut dire qu'ici, il y a peu de risques de se salir. Wu Zongyi est le responsable des lieux. Il n'y a pas de terre du tout durant tout le processus. C'est comme ça qu'on cultive nos légumes, avec un liquide nutritif. Quand les racines sont blanches, c'est bon signe. Je regarde aussi si le liquide circule bien. Ici, il pratique la culture hydroponique. Les légumes poussent dans de l'engrais liquide. Cette technique permet d'éviter l'utilisation de pesticides tout en étant particulièrement productive. Pour ces épinards, on peut réaliser entre 15 et 19 récoltes par an. C'est 4 à 5 fois plus que les plantations traditionnelles en pleine terre. Certes, c'est un système très cher à mettre en place, mais c'est très rentable. Cette exploitation d'1 hectare, qui produit jusqu'à 1 tonne par jour, ne compte que 8 salariés, contre environ une dizaine d'employés pour une culture traditionnelle. Les géants du e-commerce trouvent l'agriculture traditionnelle inefficace, chère et avec un taux de perte trop élevé. Pour les plateformes, il y a donc une grande opportunité de s'introduire dans le secteur agricole.
En le faisant, elle pense pouvoir optimiser les productions, devenir plus compétitive et baisser les coûts, les pertes et améliorer la qualité. C'est là leur première motivation. Les plateformes chinoises ne peuvent pas passer à côté de ce secteur. L'agriculture chinoise entre dans l'ère de l'intelligence artificielle. Alibaba vient de lancer le programme Agriculture Brain. Le groupe développe du matériel à destination des éleveurs de porcs pour améliorer leur productivité. Pigs produce different sounds when they suck, sleep, and get sick. The ET agricultural brain uses sound alerts to identify abnormal pigs. The accidental mortality rate of pigs. Dès la naissance, une puce est activée sur chaque animal. Elle permet de suivre en temps réel la santé de chaque porc. Des caméras et des capteurs enregistrent également leurs faits et gestes tout au long de leur vie. Voice alarms and intelligent disease control effectively improve the survival rate of pigs. The number of pig slaughter has increased from 22 to 25 last year, to 25 to 28 this year, with a 10% increase in revenue. En utilisant ces nouvelles technologies, les agriculteurs traditionnels chinois ne risquent-ils pas de perdre le contrôle de leurs exploitations ? Il leur suffit d'investir et des plateformes peuvent facilement dominer le marché d'un secteur. Elles ont beau nous jurer leurs bonnes intentions et zéro risque, mais comment ne pas se méfier de tels géants ? En Europe, Amazon est en embuscade. Le groupe américain a scellé des partenariats pour développer la fabrication de ses marques distributeurs. Plusieurs dizaines de références sont déjà proposées à la livraison. Amazon s'est concentré sur les produits de grande consommation. La profondeur de l'offre est telle qu'il y a en fait peu de produits alimentaires qu'on ne retrouve pas d'une façon ou d'une autre sous une marque Amazon. On a même la pâte à tartiner ici. On sent que l'offre a été très étudiée pour couvrir quasiment l'ensemble en fait, des besoins des consommateurs. Pour convaincre les consommateurs d'acheter ses produits alimentaires sur sa plateforme, le groupe propose le même service client, celui qui lui a permis de dominer le marché de la vente par correspondance. Pour ce café par exemple, une fois livré, les clients abonnés Amazon Prime ont le choix. Soit ils le dégustent, soit ils le renvoient et seront remboursés comme n'importe quel autre produit vendu sur le site internet. Amazon veut donner aux clients la possibilité de renvoyer les produits. Peu importe si c'est de la nourriture, un t-shirt ou des chaussures. Amazon veut des clients satisfaits. Et la meilleure façon de s'en assurer, c'est en leur donnant ce choix. Mais quel est le prix à payer de ce sacro-saint service client ? Pour le mesurer, nous avons déposé un mouchard GPS dans ce colis. Le café a suivi un parcours étonnant. Il a quitté Paris pour un centre logistique au nord-est. Il a ensuite traversé la France jusqu'à Strasbourg, traversé la frontière allemande, traversé la frontière tchèque et il est reparti le lendemain. Cette fois-ci, il a traversé la frontière slovaque pour ensuite terminer sa route dans cet entrepôt. Ce gigantesque bâtiment, c'est le centre européen des retours clients d'Amazon. La Slovaquie est presque l'épicentre de l'Union européenne. Donc c'est un emplacement idéal pour renvoyer des produits
depuis tout le continent. Mais il faut aussi regarder les emplois. Les salaires sont plus bas en Slovaquie que dans bien d'autres pays en Europe. Ici, le salaire minimum est de 5 € brut de l'heure, contre 10,15 € en France et 9,50 € en Allemagne. Mais la vraie question devrait être, doit-on permettre de renvoyer de la nourriture? Amazon réserve un sort tout particulier à ses produits alimentaires. 2 jours plus tard, le café sera transféré dans ce centre de traitement des déchets. Après avoir parcouru plus de 1700 km depuis la France, notre café, encore consommable pendant 1 an, a donc fini ses jours dans une déchetterie. Daniela est une salariée du site slovaque. Les denrées alimentaires qui sont réceptionnées par le client et qui nous reviennent sont totalement détruites, donc jetées à la poubelle. Même si le produit n'a pas été ouvert? Oui, mais il a été réceptionné. D'un point de vue sanitaire, peut-être que c'est bien, car nous ne savons pas où le produit a été. Mais d'un autre côté, à partir du moment où sa date limite de consommation est toujours bonne, moi, je serais plutôt favorable d'essayer de le donner à une association ou à des sociétés qui sauraient comment l'utiliser. En France, détruire des aliments encore consommables est interdit. Mais ces produits sont la propriété d'Amazon Europe, dont le siège social est installé au Luxembourg. Ni là-bas, ni en Slovaquie, la loi n'interdit de telles pratiques. C'est un énorme gâchis. Amazon Prime nous a conditionnés. Il a conditionné ses clients qui pensent que c'est gratuit. On nous dit c'est gratuit. Vous vous abonnez à Prime, vous avez la livraison gratuite, les retours gratuits. C'est gratuit. Ce n'est pas gratuit pour l'environnement. Et donc ça crée cet état d'esprit où on ne prend plus aucune responsabilité. Amazon fait savoir que pour des raisons de sécurité sanitaire, il leur serait difficile de donner une seconde vie à leurs produits alimentaires retournés par les clients. Le groupe précise que le renvoi de marchandises comestibles représenterait moins de 1% des retours clients. Grâce à ce service satisfait ou remboursé, le groupe américain contrôlerait aujourd'hui environ 10% des ventes de produits de grande consommation en France. Ces concurrents qu'on croyait cantonnés au monde du e-commerce, ce sont des concurrents potentiels sur l'ensemble des marchés de consommation et il faut faire très attention parce que leur force repose sur des mécanismes économiques de nature cumulative. La compétitivité est liée à la taille. Donc plus vous êtes gros, plus vous devenez compétitif. Et plus il est difficile pour ceux qui ont pris du retard de vous rattraper. Donc on observe d'année en année que l'écart se creuse. En Europe, une vente alimentaire sur 10 se fait désormais sans que le consommateur ne mette les pieds dans un magasin. Pour tenter de rester dans la course, les acteurs historiques tentent de copier le modèle des géants du e-commerce, en accélérant notamment la course à la livraison. Le groupe Casino a lancé un hypermarché entrepôt, où un balai de robots est désormais capable de préparer une commande en moins de 6 minutes. Un dark store nécessite très peu de personnel. Cette baisse de fréquentation dans les magasins affaiblit davantage encore la santé économique des hypermarchés. Dans les hypermarchés allemands, la masse salariale représente 12% du chiffre d'affaires, tandis que le loyer est à 5% pour une surface de rentabilité moyenne. Vous pouvez donc vous imaginer que lorsque le chiffre d'affaires et la marge sont en baisse, ces coûts fixes peuvent très vite constituer une très lourde charge. Ça s'illustre par le démantèlement de la chaîne Real. L'avenir des 34 000 salariés des magasins allemands Real est donc en sursis. En France, Carrefour a annoncé vouloir supprimer 3 000 postes dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Auchan souhaite se séparer de 700 employés. Si on continue à anticiper qu'une partie du commerce physique
ce transfert vers le e-commerce, là, l'intensité en emploi dans le e-commerce est sans commune mesure avec l'intensité en emploi dans les magasins. C'est un rapport de 1 à 4. Et le potentiel d'automatisation dans les entrepôts du e-commerce, il est considérable. Et donc, on peut craindre effectivement que dans les prochaines années, le secteur du commerce de détail soit un secteur qui détruise de l'emploi et de l'emploi peu qualifié. Il y a certes des progrès technologiques avec des caisses automatiques et un nombre croissant de magasins complètement automatisés, mais je pense que la majorité des achats des clients dans les supermarchés continuera de se faire au moyen de contact avec le personnel. À l'avenir, les groupes qui tireront leur épingle du jeu seront peut-être ceux qui sauront associer à la fois la technologie et le service humain.